Hello, je suis de retour sans t-shirt blanc pour celles qui me suivent sur Instagram. Vous savez que j'ai tourné déjà cette vidéo mais avec un magnifique t-shirt blanc PES que je n'ai évidemment pas du tout vu jusqu'au moment où il fallait monter la vidéo. Bref, c'est pas grave, du coup je retourne cette vidéo et de toute façon j'avais quelques trucs à modifier donc au final ça tombait plutôt bien. Donc aujourd'hui, je voulais parler de body positive et surtout répondre à cette question qu'on entend un petit peu partout. Est-ce que le body positive va trop loin? C'est une question qui revient assez souvent dans les différents médias, sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur YouTube. Et j'ai vu passer un post récemment qui posait la question et du coup je me suis dit que j'allais me servir de ce post-là. Je tiens évidemment à préciser que je n'ai absolument rien contre l'auteur de ce post, j'aurais pu en prendre un autre, c'est juste que là il est sorti il n'y a pas longtemps et en fait je le prends parce que c'est malheureusement un peu ce que tout le monde pense, ou en tout cas ce que beaucoup de monde pense, et du coup je me suis dit que ce serait un bon support en fait pour expliquer toutes les problématiques qu'il y a derrière ce post. Et je trouve que l'analyse est toujours plus efficace, plus compréhensible quand on part d'un support plutôt que quand on parle comme ça, pas dans le vide mais sans support. Donc cette vidéo-là, elle n'est pas du tout pour taper sur qui que ce soit, elle est plus là pour informer, pour prendre un petit peu les différentes idées qui circulent très régulièrement quand on parle de body positive ou de personnes grosses. Et j'aimerais mettre un peu en avant toutes les problématiques qu'il y a quand on parle de body positive et des personnes grosses, de la santé des personnes grosses. Bon, déjà, le body positive, ça ne se résume pas à s'aimer, s'accepter, mais c'est un autre sujet que je ne vais pas aborder ici parce que ça serait trop long. Mais ok, mettons que le body positive se résume à s'aimer et s'accepter avec le corps qu'on a aujourd'hui. Est-ce qu'en disant ça, ça veut dire que le body positive dit du coup qu'on ne doit pas prendre soin de sa santé en parallèle? En fait, on se rend compte que dans le post, on crée une dichotomie entre s'aimer, s'accepter et prendre soin de sa santé, comme si c'était incompatible, comme s'il fallait choisir. Sauf que, non, en fait, pas du tout. Et même, a priori, ce serait plutôt le contraire. Qui est-ce qui a le plus de chances de prendre soin de sa santé? Une personne qui s'aime ou une personne qui ne s'aime pas? Si on s'accepte, si on s'aime, on aura logiquement beaucoup plus envie de prendre soin de soi. Donc déjà, en fait, tout le reste du post ne sert pas à grand chose parce que on pourrait simplement s'arrêter là, juste dire non, en fait, le body positive ne te dit pas de pas prendre soin de ta santé. Ça n'a absolument rien à voir. Le body positive ne parle pas de ça, il te parle juste de ton corps tel qu'il est aujourd'hui. Le body positive ne te dit pas de grossir, de rester à ton poids, de maigrir. Là, à ce moment-là, on crée un problème qui, à la base, n'existe pas. Donc, quand on donne une solution à ce problème à la fin et on dit ok, body positive, mais n'oubliez pas de prendre soin de votre santé, ok, mais c'est ok. À aucun moment on avait dit ou entendu nulle part que ah ouais, moi je suis bopo donc je peux pas prendre soin de ma santé en fait. Ça n'a pas de rapport. Mais en fait, ce qui est intéressant d'observer, c'est que si dans ce post il y a une opposition entre s'accepter et être en bonne santé, c'est que quand on pense, ou en tout cas quand l'auteur pense être en bonne santé, il pense directement au poids. Comme si le poids, c'était le facteur le plus important d'une bonne santé. Et c'est là qu'on arrive à notre problème numéro 2. Le problème, en faisant un lien aussi fort entre la santé et le poids, c'est que déjà, c'est un raccourci, et 2, c'est dangereux. C'est un raccourci parce que la santé est multifactorielle. Les habitudes, notre environnement, notre génétique, nos comportements alimentaires, l'accès aux soins médicaux. Il y a tout un tas de facteurs qui influent sur notre santé
et le poids n'est pas le plus important de tous. Alors je comprends très bien qu'on pointe du doigt à chaque fois le poids parce que bien souvent dans les études, on va comparer des personnes en fonction de leur poids. Comme si le poids, c'était quelque chose qui était arrivé tout seul, sans ces autres facteurs, et comme si du coup, il fallait agir sur le facteur poids avant tout le reste, avant tous les autres facteurs. Alors qu'au contraire, les études montrent qu'on peut tout à fait améliorer la santé d'une personne grosse, comme on pourrait améliorer la santé d'une personne mince qui a la même pathologie, le même problème, sans avoir pour but une perte de poids. C'est vraiment important de se rappeler que la santé, elle est multifactorielle et c'est vraiment un raccourci de la lier uniquement à notre poids ou à ce qu'on mange. Bien sûr que ça a une influence, mais aujourd'hui, si on écoute tout ce qu'on dit, notamment sur Instagram, on a l'impression que c'est le plus gros facteur et du coup, c'est culpabilisant, comme on va le voir à la fin de cette vidéo. Quand on fait un lien direct entre la santé et le poids, c'est un raccourci parce que de plus en plus d'études montrent que ce lien, il est pas si évident que ça en fait. Et il y a notamment des études qui montrent que les personnes qui sont en surpoids auraient plus de chances d'éviter certaines maladies que des personnes qui sont à un poids normal, donc toujours selon les normes de l'IMC. Et le problème, c'est que non, nous, on veut prendre ces personnes en surpoids, faire de la prévention pour éviter qu'ils prennent du poids, du coup en leur proposant des approches pour perdre du poids, parce que potentiellement, ces personnes-là pourraient développer des problèmes de santé. Sauf que ce qu'on ne dit jamais, c'est que la perte de poids intentionnelle peut aussi provoquer des maladies. Quand on a une approche qui est centrée sur le poids, donc ça veut dire quand l'indicateur qui nous intéresse c'est le poids, donc clairement toutes les méthodes qui proposent de maigrir en fait. Donc dès que l'intention c'est de maigrir, on peut développer des troubles du comportement alimentaire, une alimentation émotionnelle, un effet yo-yo, une mauvaise image de son corps. Donc une perte de poids intentionnelle peut avoir des conséquences néfastes sur notre santé physique et mentale. Donc le raccourci qu'on fait entre la santé et le poids, il est dangereux parce que ça nous encourage à penser que perdre du poids sera forcément bon pour notre santé, alors qu'en fait, perdre du poids intentionnellement peut nous créer des problèmes de santé. Alors oui, on peut dire que si on est trop gros, on peut développer des problèmes de santé, même si je reviens un petit peu sur cette partie-là juste après. Mais c'est aussi important de dire du coup que perdre du poids intentionnellement peut aussi développer des problèmes de santé. Du coup finalement, peu importe le poids de la personne, est-ce que ça serait pas plus intéressant d'orienter notre attention sur améliorer la relation que les gens ont avec la nourriture, de proposer des solutions adaptées en fonction de la maladie des gens s'ils sont malades et pas en fonction de leur poids, et du coup de leur proposer des solutions qui n'ont pas de rapport avec leur poids. Donc ça c'est vraiment le deuxième problème, c'est que ce lien direct qui est fait entre la santé et le poids, il est réducteur et dangereux. D'ailleurs, vraiment, si vous voulez vous intéresser au sujet, il y a plein d'articles, je vais vous en mettre un en barre d'infos qui est en anglais, si vous voulez le lire, qui explique comment l'approche actuelle de l'obésité est en fait plus néfaste qu'autre chose. En fait. Le dernier problème qui se pose, c'est la culpabilisation à la santé. Faire culpabiliser les gens soit d'être en mauvaise santé, soit de ne pas faire assez attention à leur santé. Alors, à première vue, quand on regarde le post, et encore une fois, je ne parle pas que de ce post-là, à chaque fois c'est un petit peu la même chose qui est dite. Quand on regarde, on peut se dire non, c'est bienveillant, c'est un professionnel de santé, il veut informer sur les risques qu'il y a, et effectivement, manger trop de sucre peut créer des problèmes de santé. Oui, sauf que il n'y a pas une seule conversation sur des personnes grosses où le sujet de la santé n'est pas abordé. Si aujourd'hui vous êtes grosse, je pense que je vous apprends rien, je pense que c'est quelque chose que vous vivez. Et si vous n'êtes pas grosse, je vous propose d'observer, que ce soit à la télé, sur Instagram,
dans des articles sur internet. Observez à chaque fois qu'on parle des personnes grosses, donc souvent on va dire obèses, le sujet de la santé est systématiquement abordé. Et donc là on parle de l'espace public, mais vous imaginez bien que les personnes grosses, elles ont un médecin qui leur dit régulièrement de perdre du poids. Si elles ont plusieurs médecins, encore plus. Ces personnes-là, elles ont des proches, elles ont des collègues qui leur font des réflexions sur leur santé régulièrement. En fait, j'aimerais qu'on me trouve une personne grosse qui n'avait pas cette information que être grosse, ça pouvait créer des problèmes de santé. Alors oui, ok, la première fois, la deuxième fois, c'est de l'information. Mais la 10e fois, la 100e fois qu'on vous dit ça, ça devient du harcèlement. C'est un peu comme les femmes qui se plaignent de se faire accoster dans la rue. Une fois par an, ok, mais quand ça devient quotidien, c'est du harcèlement. Et d'ailleurs, on peut faire l'expérience ensemble, je pense que ça pourrait être drôle. Si je vous dis une fois, tu devrais quand même faire attention à ta santé, vous allez peut-être vous dire, ah ouais c'est vrai, j'y avais pas pensé, il faut peut-être que je fasse attention à ma santé. Mais si je vous redis encore, tu devrais faire attention à ta santé, tu devrais faire attention à ta santé, tu devrais faire attention à ta santé quand même, tu devrais faire attention à ta santé, 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 tu devrais faire attention à ta santé quand même, tu devrais faire attention à ta santé, tu devrais faire attention à ta santé. Ouais, au bout d'un moment, vous avez compris quoi. Du coup, est-ce que ça apporte quelque chose là de le dire encore et encore? Est-ce que c'est utile? Et est-ce que cette répétition, elle n'est pas au contraire stigmatisante pour les personnes grosses? Parce que cette stigmatisation, par contre, on est certain qu'elle impacte négativement la santé. Alors, bien sûr, moi je dis ça, on peut très bien ne pas avoir conscience de tout ça. Si on n'est pas touché par le sujet, par exemple, on peut très bien ne pas se rendre compte de tout ça. Et c'est ok. Il y a plein de sujets sur lesquels moi j'ai sûrement pas conscience de plein de trucs et on est tous là pour apprendre. Et d'ailleurs c'est pour ça que je fais cette vidéo. Le seul problème que je vois, c'est que quand les gens écrivent ce genre de texte, a priori ces personnes s'intéressent au sujet du body positive, au sujet de la santé des personnes grosses. Mais en fait la question que je me pose, c'est que si on s'intéresse réellement à la santé des personnes grosses, si on s'intéresse réellement au mouvement body positive, ce qui a l'air d'être le cas en fait, parce que là on en parle, donc si on écrit un post à ce sujet, c'est que a priori on s'y intéresse. Si on s'intéresse, il faut s'intéresser jusqu'au bout, il faut s'y intéresser réellement. Et si moi je suis au courant des études qui sont faites sur le sujet, c'est que les études elles sont accessibles. Donc pour moi, nier ou ne pas avoir conscience de ce que vivent réellement les personnes grosses, c'est ne pas s'intéresser réellement au sujet. En fait, le problème, je pense que c'est juste que le body positive, le hashtag body positive, c'est un peu un buzzword en ce moment et on a envie de capitaliser sur ce buzzword. Et du coup, on en parle, on donne notre avis sur le sujet sans essayer de comprendre déjà d'où ça vient, quels sont les bénéfices, pourquoi les gens en ont besoin. Et je pense qu'une recherche de quelques minutes aurait suffi à comprendre que le body positive, il peut pas aller trop loin. Mais bon, je vais revenir sur tout ça en conclusion. Et du coup, je voulais revenir un petit peu sur le sujet de la culpabilisation à la santé. Parce que si on regarde le côté systématique des rappels à la santé, quand on parle de ce sujet-là, si on met ça de côté et qu'on regarde juste le post, on se dit ok, donc il fait des rappels à la santé, c'est plutôt bienveillant. Mais du coup, je trouvais ça intéressant de mettre les stories qui sont arrivées juste après ce post. Encore une fois, je n'ai absolument rien contre cette personne, simplement je trouve que c'est assez révélateur de tous les articles, de tous les posts qui sont faits sur le body positive, où on a souvent cette réaction ensuite. Là, on s'aperçoit que si dans le post, il y a beaucoup de pincettes qui ont été prises pour ne pas mal dire les choses, là en story, il n'y a plus vraiment de pincettes et on est clairement dans la culpabilisation à la santé. On culpabilise les gens en fonction de leur poids, puisqu'on parle à chaque fois des personnes très maigres ou très grosses. Et donc, comme je disais tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle le weight stigma, la stigmatisation en fonction du poids.
Et on sait que c'est la cause principale d'une mauvaise santé chez les personnes grosses. Et donc pour l'aspect santé, on reviendra. Parce que quand on regarde un peu de loin sans connaître le contexte, on voit vraiment pas le problème. On se dit que c'est un post avec des informations, même des choses qui peuvent être vraies. Mais quand on décortique un peu tout ça, on voit de la stigmatisation, de la culpabilisation et une démarche qui n'est pas du tout consciente de la réalité que vivent les personnes grosses. Et c'est assez complexe à décortiquer parce que même là, je ne sais pas si ça sera suffisant. Mais voilà, si on regarde comme ça, sans s'y pencher davantage, on ne voit pas du tout à l'intérieur de la culture des régimes ou de la minceur, alors qu'elle est clairement là. Mais parce que ça paraît bien sous tout rapport. Si vous décortiquez chaque mot, il n'y a rien de méchant, il n'y a rien de culpabilisant a priori. Sauf qu'à ce moment-là, on ne prend pas du tout le contexte en compte et que le contexte fait tout. Parce que derrière, les personnes qui sont grosses et qui lisent ce post, elles ne sauront pas expliquer pourquoi elles ressentent cette culpabilité d'être grosses. Si les personnes sont malades en plus, elles ressentiront peut-être aussi cette culpabilité d'être en mauvaise santé. Elles vont se dire que c'est de leur faute, qu'elles n'ont pas fait assez preuve de volonté. Et pour conclure, c'est vraiment sur ça que je voudrais insister, sur cette confusion qu'on trouve de plus en plus, surtout sur Instagram, mais parce que c'est surtout là que je vois des posts comme ça. En fait, tout le monde veut votre bien, tout le monde est bienveillant, tout le monde veut améliorer votre santé, sauf qu'en fait, les messages, ils veulent plus rien dire. Ils sont complètement confusants. Typiquement avec le body positive, je compte plus le nombre de comptes qui utilisent ce terme-là en proposant à côté des trucs pour mincir, qui disent le body positive va trop loin, qui vous expliquent comment avoir un ventre plat, comment avoir des fesses plus bombées, mais qui en parallèle continuent à vous dire aimez-vous comme vous êtes toute belle. En fait, ça n'a pas de sens, ce n'est pas cohérent. Et quand on utilise comme ça des termes qui veulent dire quelque chose à la base et que 2 jours après on dit exactement le contraire, en fait ça dénature complètement ces termes-là. Et ça ne veut plus rien dire. On va être anti-régime mais on va proposer des rééquilibrages alimentaires alors que c'est la même chose. J'avais fait une vidéo d'ailleurs pour expliquer pourquoi c'était la même chose, je vous la mets là ou là, je sais plus. On est body positive, mais quand même, faut pas être trop hors norme. On fait comme si le bopo était contre la santé, alors que pas du tout. Bref, ça n'a pas de sens. Et en fait, on fait comme si on évoluait, comme si on n'était plus dans cette culture de la minceur et des régimes. Mais en fait, on reste exactement au même endroit. La culture des régimes et de la minceur, elle est toujours omniprésente. C'est simplement qu'on utilise des nouveaux termes. Je me souviens que quand j'avais rencontré Evelyne Tribol en janvier dernier, elle m'avait dit c'est un peu comme la mode, c'est sans cesse en train de se renouveler. Et la culture des régimes, c'est exactement ça. C'est sans cesse en train de se renouveler en utilisant des termes qui sont a priori pas du tout dans la culture des régimes. Sauf qu'en fait, à force de les utiliser un peu n'importe comment, ces termes-là, ils perdent complètement leur sens. Et du coup, on se retrouve à devoir déconstruire ces termes-là. Comme si on n'avait pas déjà assez de travail pour déconstruire la culture des régimes. Et du coup, déconstruire Dukan ou les sachets en poudre, ça paraît assez facile aujourd'hui par rapport au travail que ça demande de déconstruire tous ces termes-là, anti-régime, body positive, quand ils sont utilisés complètement à l'inverse de ce que ça veut dire. C'est pareil pour alimentation intuitive, c'est pareil pour bienveillance. Ces termes-là sont utilisés avec des textes à côté qui vont à l'encontre de ce que ça veut dire. Et d'ailleurs, c'est intéressant de constater que, par exemple, les personnes qui ont créé le mouvement body positive et les personnes du coup qui sont concernées par ce mouvement, c'est-à-dire les personnes grosses, et aujourd'hui elles se détournent de ce mouvement et elles vont plutôt vers le fat activisme parce que le body positive en fait ça n'a plus de sens pour elles, c'est plus du tout représentatif de ce pourquoi elles se battaient à la base. Parce qu'aujourd'hui le body positive a complètement perdu son sens initial. Donc voilà, j'espère que
le fait d'avoir décortiqué un petit peu les éléments de ce texte et les idées derrière le body positive et tout ça vous auront aidé à comprendre les problématiques qu'il y avait derrière ce genre de post, ce genre d'article. Parce que je sais que c'est pas du tout évident à comprendre et vraiment je conçois complètement qu'on n'ait pas du tout conscience de ça, surtout si on le vit pas soi-même. Mon idée là c'était vraiment de pouvoir apporter un peu d'analyse sur ce sujet-là. N'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres choses à aborder que je n'ai pas abordées. Il y a plein de choses que j'aurais voulu aborder, surtout sur cette notion de body positive, même sur cette notion de la santé, cette injonction à la santé. Mais bon, ça faisait beaucoup, donc j'ai dû choisir un petit peu. Mais je pense que j'ai dit déjà pas mal de choses. N'hésitez pas à me dire si vous avez appris des choses, s'il y a des choses peut-être qui n'étaient pas claires. Mais j'espère que ça aidera à comprendre un petit peu en quoi c'est un peu dommage d'utiliser des mots pas pour leur sens initial, de dénaturer les termes de leur sens initial. Parce que clairement, ça crée beaucoup plus de confusion qu'autre chose. Et du coup, c'est même dangereux finalement. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, à la partager si vous pensez qu'elle peut aider d'autres personnes. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très vite. Et merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je pense qu'elle va être un peu longue. Salut!